Bonjour à tous. Nous allons reprendre la troisième session qui est consacrée aux épidémies. Je suis Steve Aouka de la RDC et je suis très content de co-modérer cette session avec mon collègue et ami Yap Boum. Nous allons parler des épidémies à travers le monde, mais particulièrement dans le continent africain. Nous parlerons des épidémies qui sont un peu plus médiatisées à travers les médias, des épidémies un peu plus intéressées, mais aussi de celles dont on parle très peu, qui sont pourtant très importantes, et un peu ça à l'image des MSF qui essayent d'associer l'urgence aux maladies dont on ne parle pas beaucoup. Et parmi ces maladies dont on ne parle pas beaucoup, il y a la première présentation qui portera sur la diphtérie, qui est une maladie éteinte par la vaccination, mais qui continue à faire des épidémies, et parfois des épidémies qui restent parfois silencieuses et non connues. Et c'est à ce titre que Jonathan Poloski va nous faire une mise à jour de cette épidémie à travers un pays africain que vous allez découvrir. Et Jonathan Poloski, c'est un excellent épidémiologiste qui a une grande expérience de plus d'une vingtaine d'années dans le domaine des maladies infectieuses et de l'information sanitaire humanitaire, notamment en matière d'évaluation rapide des surveillances et des réponses aux épidémies. Il travaille régulièrement pour MSF et Épicentre depuis une vingtaine d'années et a passé 10 ans au sein du programme d'urgence de l'OMS, principalement dans le domaine de la surveillance et de la réponse aux épidémies. Jonathan, you have the floor. Merci. Good morning, everybody. Bonjour à tous. Je suis là pour vous parler de deux études que nous avons réalisées, études rétrospectives de la flambée épidémique de diphtérie qui s'est produite notamment dans l'État de Kano au Nigeria de 2023 à 2024. Depuis 2023, on constate une épidémie de diphtérie qui touche plusieurs pays, le Nigeria, le Guinée, le Niger, le Cameroun et le Gabon. C'est le Nigeria qui a été le plus affecté avec 26 000 cas confirmés sur 26 États entre janvier 2023 et mars 2025. L'État de Kano était l'épicentre au Nigeria. 18 000 cas confirmés et 850 décès enregistrés. Et au sein de l'État de Kano, au Nigeria, les cas les plus nombreux se trouvaient dans la ville de Kano avec un taux d'attaque de plus de 5 000 sur 100 000, 500 sur 100 000, notamment MSF WACA a joué un rôle essentiel dans la riposte à cette épidémie, notamment dans la prise en charge des cas et grâce à la création de centres de traitement contre la diphtérie en donnant des antitoxines, des antibiotiques, gestion des voies respiratoires, soins de soutien. Et ils ont mis en place aussi de la vaccination, la surveillance. Pendant le pic, le nombre de cas allait de 100 à 800 cas par semaine. Et les centres de traitement n'avaient pas les capacités de traiter tout le monde. Donc MSF WACA a créé une nouvelle stratégie de traitement à domicile pour réduire la pression sur les centres de traitement. On faisait un triage parmi les patients qui présentaient des cas modérés. On leur donnait des antibiotiques par voie orale. On les suivait
aux jours 3 et 7 et il y avait une visite hebdomadaire. Si à la 3e semaine, il n'y avait l'état du patient n'avait pas empiré, on les vaccinait et on les laissait revenir à leur vie normale. De janvier 2023 à mars 2024, il y a eu plus de 8 000 personnes traitées dans les centres contre la diphtérie et plus de 6 000 traitées à la maison. On a décrit d'abord le taux d'attaque et le taux de létalité. On a étudié l'impact de la volonté de chercher des soins sur la mortalité. Cette stratégie de soins à domicile, on a étudié la mortalité, l'acceptabilité, la qualité des soins perçus, les séquelles et les taux d'attaque secondaires parmi ces foyers. On a mené 2 études en parallèle. Pour la flambée, on a fait une étude rétrospective de mortalité, morbidité. On a échantillonné 65 clusters d'environ 15 foyers et la période de rappel était de janvier 2023 à septembre-octobre 2024, soit 630 jours. Pour la stratégie de ce traitement à domicile, on a fait une étude de cohorte rétrospective pour les cas peu sévères et on a étudié les variables, les tranches d'âge, le sexe, le statut vaccinal. Pour l'enquête auprès des foyers, pour le traitement à domicile, on a recruté près de 8 000 sujets, 88 cas ont été détectés selon la définition des cas détectés parmi la population, la communauté. Taux d'attaque 1,1%, soit 2 fois plus que les estimations avant cette étude. Ça a touché principalement des enfants de 6 à 10 ans. Donc, taux d'attaque de 2,1%, mortalité, 110 décès ont été enregistrés, 59 avaient moins de 5 ans et la diphtérie représentait 7,3% de l'ensemble des décès et 9,8% chez les enfants de moins de 5 ans. Le taux de létalité était de 9% et le double chez les enfants de moins de 5 ans. Facteur de risque, l'âge était le principal facteur de risque. Par rapport aux enfants, on a comparé les enfants vaccinés et non vaccinés. Et puis, il y avait aussi le désir chez ces personnes de chercher des soins. La mortalité était 40% inférieure chez ceux qui n'ont pas cherché des soins et la mortalité était 17 fois celle de ceux qui pour ceux qui avaient tardé à demander des soins. La stratégie de traitement à domicile, étude de cohorte, on a recruté 678 patients, 367 étaient traités à domicile et 311 dans les centres de traitement de diphtérie. C'était des patients avec une diphtérie modérée. Le taux d'attaque était de 3,6%. 1,9% étaient traités à domicile et 5,5% dans les centres. On n'a pas trouvé de mortalité supérieure chez ceux qui étaient soignés à domicile, mais on a creusé plus et dans les centres de traitement, il y avait plus de mortalité. Mais cela se confondait en fait à la sévérité, la gravité de la maladie. Et on n'enregistrait pas correctement le taux de gravité dans nos bases de données, mais quand on a enlevé les patients sévères de notre analyse, on a trouvé qu'il n'y a aucune différence entre les 2 bras. L'acceptabilité était très bonne, score de 5, 4,7 pour les traitements à domicile, 4,8 dans les centres. Les séquelles sur le long terme, 2,1%, mais mineures ou de courte durée. Pas de différence entre les 2 branches et c'était essentiellement associé à des complications. Et le taux d'attaque secondaire était 4,2% parmi les
cas primaires qui sont ensuite devenus des cas secondaires, peu de preuves de taux d'attaque secondaire élevés dans le groupe traité dans le centre de traitement, mais c'était beaucoup plus élevé parmi les patients qui présentaient des complications, 6,1 taux d'attaque secondaire. Donc c'était une épidémie qui a eu un fort impact. Elle a affecté 2% de la population dans les régions où la flambée était la plus forte. Et il y a eu des cas où la population ne se présentait pas dans les centres de traitement. La diphtérie représentait un pourcentage important de la mortalité, toutes causes confondues. Et le fait que les gens demandent des soins était associé à une moindre mortalité. Le traitement à domicile, eh bien, l'issue était aussi bonne. La mortalité, pareil, les séquelles, pareil, et l'acceptabilité, très bonne. C'était une forte épidémie, on l'a dit, avec un taux d'attaque élevé, mortalité élevée. Un pourcentage relativement faible de cas ont été détectés passivement par les centres de santé, ce qui nous conduit à penser qu'il faut renforcer la surveillance, car plus les gens se présentaient tôt dans un centre de santé, mieux ils s'en sortaient. Les soins à domicile peuvent être une stratégie acceptable et efficace pour les cas modérés, quand on n'a pas de capacité de lit suffisante dans les centres de traitement. Et les soins à domicile ont le potentiel d'améliorer l'accès aux soins de santé et entraînent un moindre retard de traitement. Je tiens à remercier les collègues ceux de WACA, Suleiman Houdou, Khadija Outman, et Franck Calais à Abidjan, et puis Étienne d'Épicentre et tous les autres. Merci. Thank you so much, John, for the great presentation. Merci pour cette présentation. Bonjour à tous. Merci à Claudia et l'équipe de me permettre de co-modérer cette session. Et maintenant, on va voir une étude multidimensionnelle de l'épidémiologie et des pratiques de prévention du Mpox dans le district de santé de Bujala, en RDC. Sophie est épidémiologiste. Elle est spécialisée dans la modélisation statistique et mathématique des maladies infectieuses. Et elle travaille avec Cheikh Oumar Doumbia, épidémiologiste également, qui travaille chez WACA. Merci pour cette présentation. Oui, on va vous parler de cette étude multidimensionnelle, ce qu'on appelle une étude TRAC sur la Mpox à Bujala, dans la République démocratique du Congo. Vous le savez, le Mpox est une maladie zoonotique virale avec un fardeau très élevé en RDC. Il y a deux variantes CLAD, le Mpox CLAD 1A, endémique dans beaucoup de provinces, et le CLAD 1A d'abord qui est endémique, et puis le CLAD 1B épidémique dans les provinces de l'Est depuis septembre 2023. Le Mpox existait déjà dans le pays, mais d'une année sur l'autre, on a constaté une augmentation des cas déclarés, environ 40 000 cas suspectés en 2024. La province de Sud-Ubangi, dans le nord du pays, le clade 1A est endémique. C'est l'une des provinces les plus affectées dans le pays. En juin 2024, MSF WACA a lancé une riposte d'urgence dans la zone sanitaire de Bujala, épicentre de cette flambée. On pratiquait des traitements, une surveillance et des travaux de recherche. Il y a peu d'études sur les provinces où le clade 1A est endémique
Donc, il est nécessaire de mieux comprendre la véritable charge du Mpox dans ces régions endémiques et essayer de comprendre ce qui facilite la transmission. Cette étude visait à décrire l'épidémiologie du Mpox clade 1A à Sud-Ubangi, décrire les cas cliniques, identifier les facteurs de risque de la maladie et de la sévérité de la maladie et estimer le taux d'attaque. On a réalisé plusieurs activités pour répondre à ces questions. Première activité, étude transversale des cas. On a réalisé des interviews avec des personnes affectées par le Mpox entre janvier et décembre 2024. Deuxième activité, une enquête multidimensionnelle auprès des foyers en posant des questions sur l'incidence, la mortalité et la vaccination entre janvier 2024 et avril 2025. Et je vais vous présenter quelques résultats de ces deux enquêtes. Premier résultat, les entretiens avec des personnes affectées par le Mpox. On a eu des entretiens avec 527 personnes, dont 52% de sexe féminin et 65% avaient moins de 15 ans. On a d'abord noté que la plupart des cas présentaient des lésions, des rougeurs sur le visage, le torse et les membres. 16% avaient un rash très étendu. 16% déclaraient des rougeurs qui affectaient plus de 5 zones du corps. Avec une étude de régression log, on n'a pas trouvé de différence entre l'étendue des lésions en fonction de l'âge, symptômes spécifiques, adénopathie, mal de gorge, difficulté à avaler, anorexie et fatigue. Pour la sévérité, 17% des cas ont été hospitalisés avec une durée de séjour médiane de 8 jours et ça touchait davantage les gens qui avaient des lésions très étendues. 8% ont rapporté 42 cas supplémentaires ont été trouvés dans les foyers. Il y avait beaucoup de transmission dans les foyers, notamment parmi les enfants de moins de 5 ans qui déclaraient la maladie plus facilement que les adultes dès lors qu'il y avait un cas au sein du foyer. Et la transmission semblait facilitée. Maintenant, l'enquête auprès des foyers. Nous avons étudié 1438 foyers dans l'ensemble des 17 districts sanitaires de Bujala. Et très peu ont refusé. La plupart des foyers comportaient en moyenne 6 personnes par foyer. Occupation reported during this survey was farming. Et la plupart étaient des agriculteurs. Du point de vue épidémiologique, on a constaté un taux d'attaque global de 2% dans ces zones sanitaires, dans ces districts sanitaires, avec un fort taux de transmission dans la partie nord de ces districts. La taille du foyer jouait un rôle dans la transmission, la composition du foyer. Sur l'ensemble des cas, près de 80% vivaient dans des familles de plus de 5 individus.
par foyer. Donc. We also found that children under 15 years Et les enfants de moins de 15 ans représentaient deux tiers de l'ensemble des cas de Mpox détectés dans le cadre de cette étude. Et on a noté aussi que il y avait eu une campagne de vaccination organisée par le ministère de la Santé pour essayer de réduire la transmission de la maladie. Il y avait des vaccins MVVN qui ciblaient essentiellement les individus de plus de 18 ans. Including healthcare workers, the contact of cases. Et on a vacciné aussi les cas contacts. La couverture vaccinale, cependant, n'était que de 17% à peu près dans l'ensemble de ces districts sanitaires. De janvier 2024 jusqu'à la date des entretiens, c'est la période de rappel, on a trouvé un taux de mortalité brut de 2,1 pour 10 000 personnes par jour. Et puis, on s'est aperçu que 5 décès seulement sur l'ensemble de ces cas de Mpox ont été enregistrés, ce qui donne un taux de létalité de 2,1%. While analyzing for the risk factor closely, we found that nous avons découvert que le plus fort facteur qui prédictait le Mpox, c'était la taille du foyer. Un odd ratio de 7,4 par rapport au foyer qui ne comportait aucun individu atteint de Mpox. Autre facteur, l'âge. Les personnes de plus de 15 ans avaient moitié moins de risque d'attraper le Mpox par rapport aux moins de 15 ans. Et puis la taille du foyer jouait un rôle. Les personnes vivant dans un foyer qui comportait plus de 5 individus avaient beaucoup plus de risques d'attraper le Mpox par rapport au foyer de plus petite taille qui comportait moins de 5 personnes. On a, avec notre modèle d'ajustement multivariable, on n'a pas trouvé d'association entre le Mpox et le genre ou la profession ou la densité de la zone habitée. Pour conclure sur ces deux piliers de notre enquête, on peut dire que le fardeau du Mpox dans ces districts sanitaires était plus élevé qu'ailleurs. Et beaucoup de gens ont demandé des soins, ont cherché des soins, 92%. Ce qui montre que la population avait un bon niveau de conscience de cette maladie et du fait qu'il fallait demander des soins. Et 17% des individus atteints ont été hospitalisés pendant la période de l'étude. On a vu aussi que le principal facteur qui favorisait la transmission du Mpox, c'était l'âge et puis la taille du foyer. Ce sont les principaux facteurs qui favorisaient la transmission.
thank all our Nous collaborators. souhaitons remercier tous nos collaborateurs, partenaires de MSF Ouaka, de Epicentre et de l'Université de Kinshasa, The Minister of Health, le ministère de la Santé, DPS, Division provinciale de la santé de Sud-Ubangi. avec la division provinciale de la santé de Sud-Ubangi, qu'on remercie également. Merci de votre attention. Thank you, Sophie. Thank you. Merci, merci à vous deux. Je crois qu'il nous reste encore 10 minutes. Nous avons démarré un petit peu tardivement. Comme vous le savez, on parle de différentes flambées de Mpox. Alors là, vous avez le clade 1A et la prochaine présentation sera faite par Isidro. On parlerait du clade 1B, fait marquant épidémiologique de l'épidémie d'Uvira, Sud Kivu, République démocratique du Congo. Isidro, à vous. Good morning and thank you for Bonjour, the presentation. merci. I'll try to be very quick. Je vais essayer d'être rapide. Vous avez déjà eu beaucoup d'informations épidémiologiques sur le Mpox en RDC. Pour ma part, je vais faire une présentation très brève sur les faits marquants concernant le clade 1B à Uvira en RDC. Donc, un peu de contexte. On parle d'une zone sanitaire plutôt urbaine, 411 000 habitants, la plupart en ville. Vous voyez que c'est à la croisée entre les pays, donc c'est à la frontière avec le Burundi, comme vous pouvez le voir sur la carte, très proche du Rwanda. On a également le lac Tanganyika qui fournit une communication avec la Tanzanie et la Zambie. Donc c'est une zone dans laquelle il y a des conflits, beaucoup de déplacés internes et de réfugiés. Et c'est également la première zone dans laquelle on a identifié le clade 1B. C'était dans le sud Kivu, Kamituga, donc c'est très proche. Donc le premier cas a été signalé en mai 2024. Et MSF Amsterdam a commencé à appuyer le centre de traitement, et ce, entre juin 2024 et mars 2025. Méthode, donc définition de cas du ministère de la Santé. On s'est penché sur tous les cas confirmés et probables. On a fait des tests d'échantillons avec QPCR et on s'est également penché sur la fréquence et d'autres indicateurs. Alors voilà pour les principaux indicateurs. 4 614 cas, 20% d'entre eux ont été testés et parmi ceux qui ont été testés, 60% ont été testés positifs. Donc taux de positivité de 60, la médiane entre le démarrage des symptômes et la présentation des 4 jours, et 28% de l'ensemble des cas ont été admis, et la durée moyenne de séjour était de 5 jours. 8 décès au total, ce qui nous amène à un taux de fatalité de 0,2%. Et ce qui est important de noter, c'est que 5 de ces 8 décès étaient des enfants âgés de moins d'1 an. Et donc, pour ce groupe, le taux de létalité est de 1%. Tendance hebdomadaire. Vous voyez ici que le nombre de cas reste très élevé pendant un grand nombre de semaines. Et on voit que les pourcentages de cas OPD augmentent un peu. Donc, les patients ambulatoires, pardon. Et donc l'activité s'est terminée fin mars. Maintenant, répartition âge et sexe. Sur cette pyramide, vous voyez que la tranche d'âge la plus affectée, c'était les enfants âgés de moins de 15 ans, 62% de l'ensemble des cas. Pour ce qui est des enfants âgés de moins de 5 ans, ils représentaient 33% de l'ensemble des cas. Et pour vous donner une idée, il y a 17% d'enfants âgés de moins de 5 ans dans la population générale. Et donc, il représente néanmoins presque 2 fois plus en termes de cas. Maintenant, pour ce qui est de la répartition par âge, vous voyez que ça évolue au fil du temps. Et donc, ça passe des adultes aux enfants en quelques semaines. Donc, au début, c'était surtout des adultes qui étaient concernés, travailleurs du sexe, commerçants, des gens qui se déplacent, qui voyagent. Et ensuite, ça s'est reporté davantage sur les enfants. Et donc, on se dit que c'est arrivé probablement
probablement à Uvira par les travailleurs du sexe et ensuite la transmission s'est faite de façon non sexuelle. Et vous voyez ici les contacts les plus fréquemment signalés. Bien, ce sont des gens à proximité proche, mais qui n'ont pas forcément un contact physique. Donc tout d'abord les contacts indirects, ensuite les contacts physiques, contacts sexuels. Ça a été signalé par un nombre bien inférieur de cas. Maintenant, le lieu, le foyer surtout. Et il faut bien garder à l'esprit que le clade 1B se transmet exclusivement d'humain à humain, contrairement au 1A, qui est surtout transmis de façon zoonotique. Alors, au début, on pensait que c'était surtout la transmission sexuelle qui était responsable de la transmission des clades 1B, mais on voit ici que ce n'est pas le cas. Donc, en conclusion, c'est une série de cas larges de patients atteints de Mpox, infectés par le nouveau clade 1B. On a un profil épidémiologique qui est divers et qui évolue, qui est changeant. Donc on voit qu'avec le temps, le profil évolue. Et on voit que les aspects épidémiologiques sont assez différents de ce que l'on a pu voir ailleurs. Donc surtout au foyer, dans le cadre de contacts non sexuels, le groupe le plus affecté était le groupe des enfants âgés de moins de 5 ans. Et la mortalité a surtout concerné les enfants âgés de moins de 1 an, donc ça c'est important à noter. Et malgré une gravité assez faible et une mortalité relativement limitée, il y a quand même un nombre élevé de cas. C'est un fardeau très fort, très élevé pour un système de santé qui est déjà très chargé, qui connaît beaucoup de contraintes. Alors j'aimerais remercier maintenant les différents participants, surtout Elvis et Test, qui ont travaillé avec les participants, mais qui ne pouvaient pas être là avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isdro. Maintenant, nous avons 10 minutes de questions et vous avez la parole. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai une question concernant la diphtérie. On sait que les soins à domicile, c'est une bonne méthode. Et au Nigeria, dans le projet Menogri, on a appliqué ça également. Alors, néanmoins, c'est compliqué. Il y a beaucoup de défis associés à cette forme de soins, tels que l'isolement strict, la décontamination et l'impact social tel que la stigmatisation. Donc, quelle a été la difficulté la plus importante dans votre cas pour ce qui est des soins à domicile à Kano? Merci. Merci. Et je m'appelle Abdullah Mohamed et moi je suis coordinateur médical au Pakistan. On prend une série de 3 questions pour gérer les temps. Une autre question? Alors moi j'ai une question. Ma question porte sur la deuxième présentation sur le Mpox 1A. Pour ce qui est des facteurs de risque, est-ce que vous êtes penché sur les voies de transmission telles que les contacts avec les animaux, notamment pour ce qui est des enfants, et quel type d'animaux si c'est le cas? Troisième question, physique, avant qu'on prenne les questions en ligne. Une dernière question. Sinon, on répond aux 2 premières questions. Ensuite, oui, en ligne, oui. Donc il y a une question de la part de Elvis. Merci pour les présentations. Question pour la diphtérie au Nigeria. Quel était l'état de vaccination DPT parmi les cas et l'impact sur l'issue? On a un taux de létalité plus élevé chez les enfants non vaccinés. Donc, est-ce que le fait qu'il y ait eu 1 ou 2 doses de vaccin, ça a un impact? Très bien. Alors, première question d'abord. Merci beaucoup. Alors, je suis vraiment content de voir que ces soins à domicile a été envisagé ailleurs. Alors, malheureusement, je n'y étais pas. C'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un de WACA qui puisse répondre en direct. Moi, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris, eh bien, c'est exactement les mêmes problèmes que ce que vous avez signalé. Pas mal de défis
pour ce qui est donc du contrôle de l'infection, de la prévention au sein du foyer. Comme on l'a vu, il y avait des cas de transmission secondaire au sein du foyer. Donc ça, c'était une des grandes préoccupations. Et finalement, on était très soulagés de voir qu'il n'y avait finalement pas de grande différence entre les deux types de soins. Ensuite, l'impact sur la santé mentale et les fardeaux psychosociaux, c'était énorme au sein de la population. Surtout auprès, bien entendu, des membres de la famille qui avaient perdu des êtres chers. On a eu des histoires horribles qui nous ont été racontées. Mais ce qu'il faut retenir de tout cela, je crois, c'est que c'était une première, c'était tout nouveau, innovant, et ça répondait à des limites énormes, en fait, des contraintes énormes pour l'équipe. Et on peut améliorer les choses au fur et à mesure. Alors, ce n'était pas parfait, bien entendu, vous avez signalé différents aspects, et c'est vrai. Mais je crois que c'est très encourageant, néanmoins. On est dans la bonne voie. Deuxième question sur la vaccination. Donc le vaccin ROR, alors je crois qu'on n'avait pas parlé, mais je crois que c'était le pentavalent. Il y a 2 vaccins qui ont été administrés. Et ce qu'on a vu, c'est que en fait, parmi les personnes vaccinées, les risques de mortalité étaient bien plus faibles. Mais il y avait des résultats qui étaient quand même un peu confusionnels, en fait. Il y avait, en fonction du moment de la vaccination, des choses... Parce que voilà, le protocole, comme vous avez pu le voir, alors les patients étaient vaccinés au moment de la sortie. Et prendre en compte cette variable, le moment de la vaccination, c'est compliqué dans l'enquête. Donc là aussi, il y avait des choses qui pouvaient prêter à confusion, des choses qui étaient... Et parfois, on avait des probabilités plus élevées, mais on pense que ce n'est pas correct. Voilà. Alors moi, je vais répondre à la question sur les contacts avec les animaux. Donc, nous avons posé des questions sur les contacts avec les animaux. Et pour les 2 parties qu'on vous a montrées ici, donc, première partie, donc les entretiens, on a posé des questions un peu restreintes parce que les entretiens, ils avaient lieu assez longtemps après l'exposition probable. Et c'est également sur la base des déclarations des gens. Ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est bien, ce sont les nouveaux cas qui ont été recrutés, le suivi qui a été fait ensuite au foyer. On a posé des questions similaires et on est encore en train d'analyser les réponses. Et on espère que peut-être ça donnera des informations un peu plus exhaustives, un peu plus fiables. Donc pour l'instant, voilà, on n'a pas vraiment de réponse à donner, on va voir ce que ça donne. On a encore 4 minutes. Il y a des questions. On va en prendre 2. Oui. Merci. Monica. Alors, en fait, il y avait un problème concernant la stratégie à adopter sur le DAT. Alors, vous n'avez peut-être pas la réponse, mais comment est-ce que vous pensez que le fait d'avoir accès à un traitement viable peut avoir un impact ou non sur l'épidémie, sur la flambée ou pas? Donc, ou est-ce que dans votre étude, vous aviez une stratification des patients qui auraient bénéficié d'un accès plus précoce au DAT, au traitement, et ensuite ça aurait un impact sur la mortalité? Merci. Une question en ligne. La question en ligne porte également sur la diphtérie. C'est Mohamed. Il demande quelle est la définition du taux de létalité. Est-ce que ce sont ceux qui décèdent à domicile ou ceux qui ont commencé les soins à domicile mais sont ensuite arrivés dans un état critique et ont été envoyés à l'hôpital? Et donc, et il vous félicite également pour votre présentation. C'est Franck, ça, qui vous félicite. Merci, Franck. Alors, première question.
Sur l'antitoxine de diphtérie. Je crois qu'il y a des collègues dans la salle qui se sont penchés sur la question, donc sur le DAT. Alors nous, on n'a pas étudié cet aspect, mais clairement, il y a un enjeu. On a une quantité limitée de DAT dans le monde. Moi, j'ai aussi participé à ce qui a été fait au Bangladesh en 2017. Et là, c'était une des principales contraintes. Et en tant qu'épidémiologiste, c'est difficile de faire des prévisions. Je crois que Flavio aussi était très impliqué au London School. Donc, faire ces prévisions, prévoir les besoins, les demandes, c'est compliqué. Vous avez vu, Nigeria, c'était une flambée sur au moins 5. Et il y a des flambées également qui ont lieu dans d'autres pays. Et c'était la même chose au Bangladesh. Il y avait au moins 4 flambées très importantes et elles sont un peu en concurrence les unes avec les autres lorsqu'on veut passer commande. Et dans certains cas, en fait, même quand c'était disponible, ils ne voulaient pas l'administrer au cas où il y aurait des patients dans un état encore plus grave par la suite. Ça, c'était pour le Bangladesh. Alors, je pense que pour le Nigeria, c'est probablement la même chose. Il faut vraiment insister pour que cette antitoxine soit produite en plus grande quantité parce que ça permet de sauver des vies. Sans ce produit, le taux de létalité est de 10% supérieur au moins, alors que si on l'administre rapidement, eh bien, on baisse considérablement le taux de létalité. Maintenant, pour ce qui est donc de la définition donc, du taux de létalité, alors, c'était des cas qui commençaient comme étant bénins au niveau du triage. Et si ils devenaient des patients comme étant des patients sévères, mais ils étaient pris en compte. Mais donc, oui, effectivement, en fait, c'est une analyse en intention de traitement. Voilà. C'est comme ça qu'on a évalué les choses. Merci beaucoup, Jonathan. Donc, avant de laisser à mon collègue Yap de conclure, donc je voudrais remercier MSF Épicentre de m'associer toujours à cette journée scientifique assez intéressante. Et vous voyez ces mélanges entre les épidémies qui sont connues, médiatisées et celles dont on parle peu, comme la diphtérie. Rien que l'intérêt des questions montre qu'on doit aussi nous intéresser à ces épidémies qui causent parfois même beaucoup plus de dégâts que celles qui sont médiatisées. Donc pour ça, je passe la parole à Yap. Thank you so much, Steve. So thanks. Merci Steve, merci beaucoup pour ces présentations vraiment intéressantes. Donc, de ce qu'on a entendu, eh bien, c'est que pour ce qui est de la diphtérie, vous avez souligné, tout comme votre collègue, que les soins à domicile, c'est vraiment une des opportunités à saisir pour la diphtérie. Et ça peut également être utilisé pour le Mpox, mais il y a quand même ce nombre de difficultés. Alors, vous en avez parlé. Alors, le Mpox, ce n'est pas terminé. Il est important de voir ce que MSF va continuer à faire dans ce domaine. Quand ça a été déclaré urgence sanitaire, il y avait 13 pays affectés, maintenant il y en a 20. À l'époque, donc c'était CLAD 1A, CLAD 1B. Maintenant on commence à voir le Togo, le Sierra Leone, l'Éthiopie concernés aussi par d'autres cas. Donc c'est important d'apprendre de ces expériences et de vraiment profiter du rôle joué par MSF. C'est une opportunité incroyable de pouvoir travailler avec les autres partenaires afin de vraiment riposter. À ce stade, on manque de vaccins. Alors, ça n'a pas été dit pendant les présentations, mais à l'heure actuelle, le pays a besoin de 6,4 millions de doses de vaccins d'ici à la fin août, alors qu'on parle aujourd'hui. Aucun vaccin n'est disponible ni financé. Donc là aussi, c'est l'occasion de vraiment d'en appeler aux gens pour la production de ces vaccins. Et j'aimerais remercier les différents intervenants. Merci.